Retrouvez tous nos contenus sur YouTube et sur les différentes plateformes. Et si vous voulez nous soutenir, un petit like nous aide beaucoup. Click, click. This is your Kodak moment. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Beyond the Hoops. Aujourd'hui, on est deux. On fait suite à notre dernier épisode donc, qui était sur le Power Ranking de la conférence Est. Ça fait une petite semaine que vous l'avez enregistré, je crois, Matt. Ouais. Et là, on débarque pour un épisode à 3 jours à peu près de la fin de la saison régulière. Et c'est pour parler de la conférence Ouest. Donc, on va repartir sur un nouveau Power Ranking. Et donc, pour le faire, Matt, comment tu vas? Bah écoute, ça va, hein, on va parler de la vraie NBA là du coup. Ouais. Vu que l'Est, Et au moment où je dis ça, je réalise, enfin, tu as vu que Embiid a eu une appendicite? Ah c'est vrai, c'est un appendicite du coup? Ouais, ça vient de Ah tomber là, il ouais? y a genre 2 minutes avant J'ai qu'on lance. alors j'ai juste vu qu'il allait être out pour maladie, mais parce qu'il était un peu malade, enfin il a manqué des matchs à cause d'une maladie, mais je pense que c'était un truc quelconque, mais j'ai pas vu l'info par contre que c'était un appendicite, ouais. Ouais, c'est OK. tombé 2 minutes avant qu'on lance l'enregistrement là et je me suis dit: «Mais c'est fou», genre dès qu'il sent les playoffs, on dirait qu'il y a un truc qui Putain, lui tombe dessus. Donc là, ouais, ils vont l'opérer apparemment, mais en plus aujourd'hui ou ça demain, c'est quoi. un coup, il est absent même pour le play-in du coup? Bah, je pense, ouais, parce que, à moins de Appendicite, il peut encore l'éviter, je pense, le play-in, mais ouais, ouais, ouais. ouais, mais à mon avis, là, enfin, sans Embiid, je me fais pas d'illusions parce que là, je crois que les Sixers sont 7 ou 8e. Tu joues contre les Rockets qui vont être au complet. Je pense que déjà, ce match-là, tu peux te dire que c'est mort, hein. Bah, ouais, sauf si les Donc, Rockets, ils ont pas d'intérêt à le jouer parce que je pense qu'ils sont dans l'entre-deux là, entre les Wolves et les Nuggets. Je pense qu'ils peuvent ouais. pas vraiment tomber, Bah, mais ouais, mais ouais, je c'est crois que fou, j'ai hein. vu, ouais, je crois qu'ils sont tous là, hein, il me semble, hein. Je crois que tout le monde est au complet, hein. Ouais, ils sont tous là. Ouais, il y a que Tarizon qui est. Donc, ouais. Ouais, bah écoute, ce sera play-in, mais s'il est pas pour les play-in, Ouais, ça peut ça ça sent peut pas être très horrible bon. parce que, ouais, en play, tu vas avoir, Magic a priori, Ouais. Hornets. Ouais, tu as des bonnes équipes quand même, je trouve. Bah, sans Embiid en plus pour moi ça va être compliqué, enfin tu peux c'est plus du tout la même équipe, quoi. Ouais, mais du coup, effectivement, ouais, on est là pour parler de la conférence Ouest. On a eu franchement, je trouve on a eu une saison quand même assez exceptionnelle à l'Ouest parce que tu as les Warriors qui ont un peu chuté, mais je trouve que quand même dans le top 10, tu as vraiment 8 bonnes équipes de basket. Et là, ouais, les playoffs s'annoncent plutôt cool. On a eu un petit peu la douche froide quand même, des Lakers qui ont perdu successivement, Austin Reeves et Luka Doncic. Mais on a une conférence assez compétitive. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, donc on va essayer un petit peu quand même de parler un petit peu de tout le monde, mais on va essayer de focus sur certaines équipes. Donc ce qu'on a prévu ce soir, c'est, des focus sur les Rockets et les Wolves qu'on a assez peu abordé cette saison. On parlera évidemment des Spurs qu'on n'a plus abordé, je pense, depuis, la période décembre-janvier. Et puis on finira sur, voilà, un petit pêle-mêle, Thunder, Nuggets qui, même si on a abordé, Matt, je pense que tu as envie d'en parler parce que toi, pour le coup, c'était pas des podcasts auxquels tu as participé Ouais. et que c'est quand même 2 gros contenders, cette année donc voilà. Eh bah, écoute, est-ce que ça te dit qu'on commence? Ouais, allez. Allez, est-ce que je te lance? Tu veux une équipe en 1er ou? Bah, on peut aller, je sais pas, sur, Minnesota, par exemple. Allez, écoute, vas-y. Ouais, ben, je pense que c'est quand même moi, je les ai assez haut, dans mon power ranking. Je crois que je les ai 3e, si je dis pas de bêtises. Ouais, je les ai 3e. Je trouve que c'est un contender qui est un peu caché, j'ai l'impression, Minnesota. Je trouve qu'il coche pas mal de cases. Déjà, bah, Anthony Edwards, je pense que, bah, il affirme un peu son statut de star, hein, mine de rien. Moi, je trouve, enfin, tu vois, là, je crois qu'il est pas loin d'être à +10 de true shooting plus. Il y a le volume, enfin, il y a plus que l'année dernière, il y avait cette surchauffe à 3 points où tu disais bon, il est efficace parce que il était ultra efficace sur ses pull-ups. Je trouve que là, tu vois, sur drive, maintenant, il est efficace au cercle. Enfin, je trouve qu'on arrive de plus en plus à un joueur complet en attaque. Même le playmaking, moi, j'aime bien. Il y a juste peut-être le côté où des fois, il y a peut-être un peu trop de scoring par rapport au playmaking. Ouais. C'est un peu ça le défaut. Il y a des fois au niveau des edges, c'est pas toujours une couverture sur lesquelles il arrivera à punir. Ça a toujours été un peu un défaut, même si ça va mieux, mais c'est toujours quand même un peu là.
Ouais, le seul défaut que je trouve quand même de cette équipe en attaque, c'est le spacing. Je trouve qui est quand même présent depuis plusieurs saisons et qui est les joueurs sont cool, mais tu vois, des McDaniels, des Randle que tu peux un peu abandonner, c'est peut-être un peu le défaut que j'ai avec cette équipe. Mais sinon, en termes de supporting cast, je pense que ça fait quand même partie des meilleures équipes NBA. Avec en plus, il y a eu l'émergence de certains joueurs, Bones Island, tu vois, qui fait une saison Ouais. un peu sortie de nulle part, tu Moi, j'y vois. croyais plus, ouais, j'y croyais. Enfin, Ouais, moi, j'ai c'est trop ça, cru en plus, donc. ouais, ouais, je comprends. Moi, c'est jamais un joueur que j'ai trop aimé, mais c'est vrai qu'il a montré quand même des choses intéressantes en sortie de banc. Donc, bon, Mike Conley, du coup, joue plus trop, mais tu vois, ils ont rajouté Ayo Dosunmu, qui est un joueur intéressant. Enfin, t'as une bonne rotation à 8. T'as un peu ce truc aussi qu'à la fois, quand tu joues avec Gobert, bon, bah, ta défense, forcément, elle est élite, il t'apporte ça. Mais t'as aussi ce côté où ils peuvent faire un peu de switch all quand il est pas là. Enfin, tu vois, t'as différentes manières aussi de défendre, même si des fois je suis pas ultra fan de leur défense. J'ai l'impression quand même que leur défense tient pas mal sur Gobert et quand il est pas là, ça s'effondre un peu. Mais en tout cas, t'as quand même le mérite, on va dire, d'avoir ces espèces de schémas en switch all. Donc non, moi cette équipe me séduit pas mal, mais comme j'ai dit, je pense que le seul défaut que je vois, c'est peut-être le spacing où bah, typiquement, ils rencontrent une équipe comme le Thunder, on l'avait vu la saison dernière, ce sera un match-up un peu horrible pour eux parce que ils pourraient se faire abandonner. Enfin, en fait, une défense un peu comme ça qui bouge pas mal, qui peut abandonner des shooters, c'est typiquement le genre d'équipe que tu veux pas trop rencontrer, quoi. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi, je pense que je les ai pas aussi haut que toi, parce que du coup, je suis les as top 3 à l'Ouest, c'est ça tu disais? Ouais. OK. Ouais, moi, je les ai plutôt 4e, je pense, à la base, et pourtant, il y a quand même un truc. L'année dernière, quand ils sont arrivés en playoff, je trouvais qu'ils avaient une dynamique, d'équipe qui était plutôt sur la bonne voie, et il y avait le truc très rassurant d'avoir un Julius Randle qui faisait une excellente saison. Là où cette année, je trouve que c'est beaucoup plus poussif, et du coup, en fait, j'ai l'impression qu'ils je dirais pas qu'ils se sont vraiment améliorés, parce que je suis quand même déçu qu'ils aient perdu Alexander Walker l'année dernière. Je trouve que c'est quand même bien joué d'avoir réussi à compléter la rotation en allant chercher Ayo Dosunmu et Kyle Anderson pour rien du tout. Mais alors offensivement, où je te rejoins, il y a le problème du spacing. Je trouve qu'il y a aussi quand même un problème de ball handling, dans la mesure où, bah, en fait, Edwards, je trouve qu'il y a un problème de passing global qui fait que, tu pas vraiment un passeur de très haut niveau dans cette équipe. Ayo Dosunmu, j'aime bien parce que c'est un joueur de volume, mais est-ce que c'est vraiment, tu vois, un niveau de joueur titulaire sur, une campagne de play-off? Je suis pas sûr que ce soit l'idéal. Tu vois, on avait fait le podcast ensemble où on parlait un peu de trade idéal pour nous, Mmh. pour cette équipe, et je trouve qu'Ayo Dosunmu, il rentre dans ce truc de: c'est sympa, mais ça fait pas vraiment passer un Ouais. cap. Et donc offensivement, il me faut un petit peu peur parce que j'ai pas l'impression que c'est leur meilleure version qui arrive en play-off. Et Edwards a ce truc un peu de, il peut être très fort, mais en même temps, il y a des matchs où il passe à travers. Et du coup, les années précédentes, tu avais un peu la récupération l'année dernière de Julius Randle et de McDaniels, qui marche généralement très bien en play-off. Mais je suis quand même un peu dans cette hésitation de quel va être vraiment leur niveau offensif comparé aux très, très grosses équipes de l'Ouest. Et après, il y a ce deuxième truc que tu as évoqué, c'est que oui, ils ont cette capacité en défense en switch all, mais en fait, la défense sans Rudy Gobert, globalement, sur la saison, n'a pas marché. Et je pense que c'est un truc d'effort, parce qu'on sait que les Wolves, c'est une équipe qui joue depuis longtemps Mmh. ensemble, et on sait que normalement c'est une bonne défense. Mais il y a quand même des joueurs qui ont fait une saison assez décevante défensivement, notamment Edwards. Et c'est vrai que je pense que ça devrait se régler sur certains éléments en playoff. Mais c'est vrai que c'est pas la version la plus effrayante de Minnesota, je trouve, qui est arrivée sur les 2-3 dernières années, tu vois? Ouais. Oui, oui, c'est vrai. Bah, en fait, ouais, c'est vrai qu'il y a un manque de playmaking. Après, ce qui est cool quand même, c'est que tu as pas mal de connecteurs. Tu Mmh. vois, je pense à DiVincenzo, même Dosunmu te rajoute ça. Enfin, tu as quand même ces profils-là. Après, c'est vrai que ça manque d'un second porteur de balle efficace. Randle, j'ai l'impression, il était c'est un peu un joueur à variance, lui, mine de rien, hein. C'est un peu des fois une saison sur deux. C'est vrai que l'année dernière, moi aussi, il m'avait un peu surpris et vraiment, il avait fait une top saison, même en playoff, c'était cool. C'est bien, hein? Mis Mmh. à part contre OKC, mais je pense qu'OKC, c'est vraiment pas un bon match-up pour lui. Mais il avait fait vraiment des bons playoffs. Ce sera à quel point aussi le rebond offensif, parce que c'est une équipe qui peut un peu aussi te jouer là-dessus. Je me rappelle contre les Lakers, ils avaient pas mal joué là-dessus, hein, sur la bataille des possessions.
Je pense que ça peut être aussi un point clé, mais ouais, je pense que c'est une équipe qui dépend pas mal de la match-up, hein, au final, hein. Ça va être Mmh. vraiment là-dessus, parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment des match-up où ça peut être cool pour eux, mais il y a des match-up, notamment au KC, où ça peut être vraiment horrible. Vraiment, ouais, il y a des match-ups, je pense que ça leur correspond pas du tout. Je pense que Denver, c'est un peu on se profile un peu là-dessus, j'ai l'impression au premier tour, ça va être Denver, Minnesota. Et ouais, ouais. Je pense que c'est une bonne match-up pour eux. Après, tu as quand même toujours le problème Jokic, quoi, hein, je pense que ce sera une série serrée, tu vois? Alors je pense que c'est vraiment pas cool pour Denver, mais Minnesota a les armes, en tout cas, je pense, pour vraiment les gêner. Après, de là à passer, j'irai peut-être pas jusque-là, mais par contre, ce sera une série qui sera, je pense, ultra, ultra serrée, quoi. Ouais, ce sera en plus, ça va être une série physique si elle enfin, a priori, elle va avoir lieu, hein, clairement, parce qu'on est à 2 matchs de la fin au moment où on enregistre Ouais, et que, enfin, les Wolves ne peuvent pas remonter 5e et donc, Denver enfin, les Lakers, a priori, avec les pertes de Luka et Reeves, vont pas revenir chercher la 3e place, ouais, donc c'est ce qui va se produire. Je pense quand même que si tu regardes juste sur le papier, parce qu'après il y a toujours ces questions de santé, qui entrent en jeu, surtout côté Denver, au vu de la saison. Sur le papier, Denver est quand même beaucoup plus fort, je pense, que la version de 2024 qu'ils ont battue. Et je suis pas sûr que les Wolves, eux, de leur côté, aient vraiment progressé. Ils ont remanié l'effectif, mais je suis pas sûr qu'il soit beaucoup plus complet et donc, a priori, c'est un bon match-up pour eux, mais effectivement, je suis pas sûr qu'ils ont encore les armes pour aller chercher la série. Mais ouais, ouais, non, je suis d'accord et alors par contre, tu vois, ce qui est marrant, c'est que tu disais que le match-up avec OKC est très très défavorable et c'est marrant parce que moi, l'année dernière, je pensais que justement, ils avaient les armes et ils avaient le bon scénario pour aller embêter OKC et finalement, c'est pas produit. Et pour toi, justement, c'est quoi qui fait que c'est pas un bon match-up, par exemple, si ça a lieu? bah, je pense que moi, je pense la défense de Minnesota aurait pu gêner, l'attaque d'OKC, mais c'est plus l'autre côté, moi, qui me fait dire que c'est vraiment tu vois, tu l'as dit, c'est vrai qu'il y a je pense, un problème de playmaking où, bon, Edwards, c'est un peu des fois sur courant alternatif, il a pas vraiment de relais. On va dire son relais, c'est Randle, mais Randle, c'est quand même pas mal de passing statique, c'est pas Mmh. le créateur en qui tu fais vraiment confiance. Et puis c'est surtout, tu peux abandonner quand même pas mal de mecs, tu vois? Puis OKC avec cette défense où, bah, je rétrécis le terrain, puis je peux faire des close-out rapides, des X-out, enfin, c'est vraiment des schémas ultra dynamiques. Pour moi, une défense dynamique comme ça, c'est clairement pas un bon match-up, en fait, pour Minnesota et on l'a vu, hein. Il y a des matchs où vraiment, bah, c'était pas tu vois? Même Ouais, Edwards, déséquilibré. je lui en veux même pas du tout entre guillemets parce que quand t'as quand tu as un drive à faire, mais que tu as 2-3 stunts, de l'autre côté, bon, bah, qu'est-ce que tu veux faire, tu vois? Voilà, tu peux pas enfin, il avait pas les armes pour punir ça et puis même, je veux dire, c'est quand tu as une passe près, tu as McDaniels, que tu as aussi, Randle que tu peux abandonner. Bon, bah, voilà, quoi, ça devient vite compliqué et je pense que s'ils se rencontrent à nouveau, cette année, ce serait j'aurais très peu d'espoir, je pense, pour Minnesota, mais par contre, comme dit, contre Denver, je serais pas étonné que ce soit une série longue. Contre s'ils rencontraient les Rockets, alors là, je pense que c'est plus trop probable. Je pense que je les mets favoris. Enfin, tu vois, dans pas mal de séries, je pense qu'il peut les accrocher, mais vraiment, je pense que, ouais, contre OKC, ce serait un peu un massacre pour eux, quoi. Ouais, ouais, je suis d'accord. Après, c'est vrai que sur le papier, en fait, c'est juste que leur saison est bizarre. Ils ont des périodes où ils jouent comme une équipe qui, je trouve, est comme tu dis, la 3e meilleure équipe de l'Ouest et puis il y a des périodes où je trouve enfin, Ouais, c'est irrégulier, ils ouais. sont assez méconnaissables et bah, contrairement aux Rockets ou d'autres équipes, enfin, la plupart des équipes de l'Ouest, en fait, ont fini très fort là, à la période et les Wolves, là, sur les 10 derniers matchs, ils sont à 5-5 et c'est vrai que, bah, tu as dû les voir contre les Sixers et cetera, c'était pas convaincant du tout, je trouve donc même si c'était un back to back, ouais, un peu étonné, mais je serais pas étonné par contre que, effectivement, une fois en playoff, ils fassent partie des équipes qui ont des habitudes et qui soient finalement plutôt solides. Et d'ailleurs, ça me fait remarquer, je t'ai pas demandé justement quel était le début un petit peu de ton classement, sur les équipes qu'on va peut-être pas aborder, mais, dans le power ranking, tu les as un petit peu comment de 10 à, on va dire, 6? Alors du coup, moi, j'ai mis les Lakers en dernier parce que j'ai pris en compte les blessures. Parce que pour moi, bah, en fait, pour moi, quand t'as plus Luka, plus Reeves, bon, bah, t'as plus personne, quoi. Mais Ouais. après, si j'enlevais, ils auraient été plus hauts. Je pense, il y aurait eu bataille avec Minnesota, je pense, si les Lakers avaient toujours eu Luka et Reeves. Sinon, j'ai mis Portland en dernier. J'ai mis Golden State, même si, bon.
Ouais. Il y a quand même de la profondeur et quand tout le monde est là, tu vois, t'imagines un scénario, ça pourrait être plus haut, mais le problème, c'est que effectif quand même vieux, hein et puis, bon, les blessures, en fait, il y a trop de blessures pour qu'au bout d'un moment, j'ai confiance en cet effectif. J'ai mis Phoenix en 7 et j'ai mis Houston en 6. Donc Clippers en 8. Non, non, les Clippers, je les ai plus hauts, du coup. Ah oui, d'accord, OK, excuse-moi, pardon. OK, Ouais, très bien. j'ai OK, OK. Portland Lakers en 10, Portland en 9, Golden State en 8, Phoenix en 7 et Houston en Oui, 6. non, mais effectivement, excuse-moi, c'est sur les Lakers que j'ai buggé, ouais, ouais. OK, très bien. Du coup, quelque chose à ajouter sur Minnesota ou on bascule vers une autre équipe? Non, écoute, je pense qu'on a fait le tour, hein. Très bien. Bah, écoute, est-ce que je te lance sur les Rockets? Ouais, 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 allons-y. Ouais, Houston, c'est vraiment l'équipe, compliquée à juger, j'avoue que j'étais assez haut sur eux en début de saison, heu, parce que bon, ils avaient montré quand même pas mal de choses. Je pense que ça reste quand même une équipe imparfaite parce que, je pense qu'en termes de création, bon, tu as remplacé quand même, Jalen Green qui était un créateur pas efficace par Durant qui est l'efficacité quoi, hein. C'est monsieur efficacité. Après je pense qu'on en parle assez en off, vous en avez je crois pas mal parlé aussi dans les pods, mais je vous rejoins là-dessus où, c'est un joueur qui est ultra efficace. Après tu as toujours ce problème de, créer du décalage, le playmaking, enfin, c'est pas un joueur qui va te faire ton fond de jeu et c'est peut-être un peu le problème. Puis surtout, autant, il y avait une version de l'équipe du début de saison où, qui pouvait t'amener à croire à ce que cette équipe aille loin parce que, là, ils étaient tellement forts sur la bataille des possessions et sur le rebond offensif. Mais le problème, c'est que depuis la blessure de Steven Adams, c'est un peu retombé, hein. Tout ça, je trouve que, Ouais. en fait, on voit les défauts criants de cette équipe, c'est-à-dire, voilà, on voit clairement en fait, le manque de spacing était pas devenu une force, mais ils avaient un peu, trouvé un patch avec ces rebonds offensifs finalement, le manque de spacing, tu le voyais moins. Sauf que depuis la blessure d'Adams, c'est vrai que, je trouve que tu le vois, quoi. Alors quand même sur les 20, enfin, je regarde sur les 20-25 derniers matchs, ils sont quand même 3e au rebond offensif. Donc Ouais, ils ont réussi à retrouver une forme d'agressivité, mais c'est vrai qu'ils j'ai sont plus largement en tête comme ils l'étaient ouais, pendant le c'est ça. trimestre. J'ai un peu moins vu je les ai vus contre Phoenix là, c'était le match il y a 2 jours, mais c'est vrai que c'est une équipe que j'ai un peu moins regardée ces derniers temps parce que bon, je pense qu'on la connaît maintenant, ça fait un moment qu'on voit qu'est-ce que ça donne. Mais c'est vrai que je trouve il y a eu cette perte au rebond offensif, il y a aussi puis je trouve que la perte de Van Vliet finalement fait quand même aussi un peu mal parce que c'est une équipe qui est très mauvaise dans ses pertes de balles à elle. Tu vois, ils sont 28e en perte de balles, alors que je crois que l'année dernière, ils étaient top 10. C'était une équipe qui perdait très peu la balle, mais ça, c'est un peu l'effet, Fred VanVleet qui est pas un playmaker de très haut niveau, mais c'est un peu le joueur, voilà quoi, qui va te faire perdre peu de ballons, qui prend peu de risques, qui t'amène un certain plancher, on va dire. Mais finalement, bon, dans ce jeu un peu de bataille des positions, il avait quand même de la valeur et je pense qu'aussi l'ajout de Kevin Durant, hein, mine de rien, en fait, le problème aussi de KD, c'est quand tu lui donnes un peu trop le ballon, les pertes de balles, Il gère mal les pressions généralement. ouais, c'est ça, c'est un peu le gros défaut et moi, c'est un j'ai un alors, tu vois, le match contre Phoenix, ils ont un peu plus donné la balle à Amen Thompson, où c'est un peu lui qui faisait de la création, ce qui finalement était pas plus mal, parce qu'au moins tu avais un peu plus de KD off ball. Mais c'est un peu en fait, c'est un peu moi maintenant la question que j'ai en playoff, c'est, qu'est-ce qu'ils vont faire en fait? Ouais. Par où qui va prendre la création? Parce que je pense que KD pour moi c'est bon, on l'a vu et revu, je pense que tu peux schématiser quand même assez facilement sur une attaque qui est menée en tu vois, si KD tu lui donnes un énorme usage de création, je suis pas sûr que tu as un plafond très haut. Mais le problème, c'est que là, il a mis aussi Reed Sheppard dans le 5. Reed Sheppard peut t'apporter certaines choses, mais il y a aussi pas mal de Ça défauts et compte pour le noter, côté ouais. ciblage en défense peut être problématique. Donc c'est un peu ma question, qu'est-ce qu'ils vont faire en fait en attaque? Est-ce qu'ils vont donner un peu plus de ballon à Thompson? Est-ce que KD va avoir beaucoup de création? Tu vois, c'est un peu ça ce que je me pose. Ouais. Moi, je faisais pas partie des gens qui étaient très, très élevés sur les Rockets, même, en début de saison quand, il y avait cette domination physique, parce que j'avais toujours cette question que j'avais déjà l'année dernière, c'est et à un moment donné quand même ton attaque a des problématiques et je trouve que ça se ressentait tu vois? C'était un peu l'histoire de leurs playoffs de l'année dernière où, tu beau avoir une très bonne défense, t'as beau être, extrêmement physique,
tu des Warriors qui étaient, normalement pas une équipe, taillée pour, gérer le rebond contre eux et ils arrivaient à le faire et à partir de là, je trouvais que tu sentais que l'attaque était de trop bas niveau donc c'est vrai que l'arrivée de KD était cool, mais elle a été un peu, je trouve, contrebalancée par la perte de Van Vliet où du coup tu perds un peu en ball handling, tout en sachant qu'en plus à la base je pense qu'en fait Van Vliet c'est plus un joueur qui est précieux aux Rockets parce qu'il y a pas vraiment de meneur derrière lui, que parce que lui c'est le meneur qu'il faut à ces Rockets là, quoi. C'est-à-dire Mmh. qu'il est très bon mais il peut pas casser une défense par son dribble et je trouve que c'est vraiment un truc qui manque aujourd'hui à Houston. Et je pense que le problème, c'est que du coup, leur plafond offensif, il est quand même trop bas pour vraiment être une équipe qui joue le titre. Ceci étant dit, après la période de décrue qu'il y a eu suite à la perte d'Adams, là, j'ai l'impression qu'ils sont quand même sur une dynamique plutôt sympa. Ils ont réussi à retrouver de l'agressivité. Je pense qu'ils arrivent un peu mieux à partager l'attaque qu'en début de saison où ils ont un peu trop appuyé sur Kevin Durant. Maintenant, la question, c'est comme tu dis, Shepard, je trouve que c'est un bon patch dans la mesure où effectivement, il t'apporte, quand même un peu de capacité à mettre du chaos en attaque. Mais la contrepartie, c'est que tu sais qu'il va être ciblé et tu sais que, les playoffs, souvent, c'est aussi un jeu de, comment je cache et comment j'évite d'avoir des mismatchs et je pense que du coup, ça va un petit peu abaisser leur niveau défensif donc je pense quand même que dans la partie de tableau, du coup, qui se profile côté Thunder, c'est la meilleure équipe. À moins que les Clippers soient vraiment très forts, mais j'ai quand même tendance à pas avoir des attentes très élevées sur les Clippers. Mais du coup, c'est une équipe qui est lacunaire et malheureusement, ils ont pas cherché à le trade deadline à vraiment contrebalancer les faiblesses. Ils ont pas été très, très ambitieux et du coup, je pense que ça passera un tour parce qu'a priori, l'adversaire, c'est les Lakers et comme tu disais, là, les Lakers, il y a pas de Luka, il y a pas de Reeves donc a priori, sauf retour, inattendu, leur saison, elle est un peu pliée. Mais voilà, j'ai un peu peur que ça bloque, assez facilement au second tour, si l'adversaire est OKC, quoi. Ouais. Ouais, non, je suis d'accord, c'est un peu puis même, tu vois, en termes de profondeur, je trouve pas que au final, avec tous leurs blessés, la profondeur est pas si dingue, hein. En vrai, tu vois, à part bon, tu as Tarizon, tu Jason as Tate est Capella, cool à après la tu base. tombes vite sur des Capella, Finney-Smith qui finalement fait pas une top saison. Bon, Mmh. voilà quoi, hein, c'est à peu près tout, hein. Après c'est Josh Okogie, des gars comme ça. Tu sais, ils ont même fait rejouer Jason Tate contre, les Suns. Donc bon, en termes de profondeur, c'est pas dingue. Ouais, la clé la défense par contre me paraît mieux qu'à un moment, en tout cas contre Phoenix, j'ai bien aimé. Il y a un peu plus de schéma en switch all, surtout quand, Sengun n'était pas sur le terrain, où du coup tu avais, il jouait limite un small ball parce que tu avais pas de vrai 5 mais, vu que tu as quand même un line-up qui est assez grand, surtout que bon, quand Rick Shepard est pas sur le terrain, du coup c'est bon voilà, tu as des schémas assez dynamiques aussi où tu peux faire du switch all. Donc ça là-dessus, je pense que la défense est pas mal. Après c'est ouais, pour moi, de toute façon, cette équipe, la question, c'est vraiment l'attaque et le manque de spacing, mais pas que. Je trouve le manque de création offensive, parce que comme tu as dit, ça manque d'un casseur de défense, en fait. Et c'est vrai que ce que j'ai bien aimé contre Phoenix, c'est un peu Thompson qui était dans ce rôle-là. Je pense que c'est un peu lui la clé, mais je pense qu'il est pas assez fort quand même pour tu vois, pour emmagasiner 30% d'usage. Il y a quand même des défauts quoi dans son profil. Je pense que le manque Si, de regarde. shoot, tu vois, si les équipes passent sous les écrans, bon, tu vas Bah, faire ouais. quoi, au final, c'est un peu ça le problème, mais c'est un peu lui, je pense, qui a le seul truc de ce truc de créer par le drive, mais à part lui, je vois personne d'autre, mais le problème, c'est que même lui a ses propres défauts, donc ouais, ils comme tu dis, ils passeront un tour, mais je les vois pas aller plus loin. Ouais, ouais, c'est un peu le problème que j'ai. Déjà, c'est que je trouve que leur défense, même si elle est bonne, elle nourrit pas forcément une attaque de transition que je trouve particulièrement impressionnante. Oui, Et à côté de ça, tu vois, oui, moi, par exemple, Amen Thompson, c'est le problème de début. Il y a un moment donné où, et c'était l'année dernière, il y avait vraiment un gros engouement autour d'Amen Thompson. Mais il y a toujours ce truc, se dire, en fait, pour moi, pour le débloquer, il faut qu'il ait la balle en main. Mais en même temps, un joueur comme ça, si tu lui donnes un usage très élevé, le fait de ne pas avoir de tir, à un moment donné, enfin, bah, ouais, enfin, c'est trop facile schématiquement d'utiliser ça contre lui, quoi. Et ça a beau être un athlète absolument incroyable, je pense que la solution pour Houston, à un moment donné, ça va être de trouver ce guard ou un autre joueur d'ailleurs, mais qui permet vraiment d'avoir ce playmaking et pour le moment, ils l'ont pas
Et du coup, bah, ouais, je pense qu'en playoff, et enfin, même si tu as une défense élite, c'est pas possible d'aller loin si ton attaque elle est pas de très haut niveau. Tu le payeras forcément dans une série et le problème, c'est que là, bah, il y a le Thunder dans leur partie de tableau, donc à partir de là, bon, bah, Ouais, c'est ça et heu, puis il y a aussi quand même le on l'a un peu évoqué, mais tu peux cibler Rich Shepard si tu lui donnes quand même pas mal de minutes, puis même Sengun. Moi, j'ai vu quand même pas mal d'équipes, quand tu as les 2 sur le terrain, ben, c'est un peu comme les Knicks, quoi. Si tu peux cibler les 2 en même temps, les équipes, elles vont en profiter et ils ont eu quand même pas mal aussi de difficultés là-dessus donc ça, en plus, il y a quand même toujours ces problèmes de spacing, où, bon, quand Amen Thompson a la balle, comme j'ai dit, c'est vrai que tu as limite envie que Kevin Durant ait pas trop la balle en main, comme ça il fait partie de ton spacing et déjà c'est mieux. Le problème, c'est qu'à un moment donné, tu es quand même obligé de lui donner la balle parce que, bah, ton attaque, elle est pas assez bonne, mais lui, à la fois, va pas t'apporter non plus un plafond si haut que ça, donc c'est vrai que en fait, tu retombes vite dans pas mal de défauts que je vois un peu, difficilement passables mmh. dans un niveau de play-off, quoi. Mais ouais, je suis d'accord que pour moi, la meilleure version de KD, c'est effectivement une KD qui joue quand même plutôt off-ball. Le truc, c'est que sur les dernières années, en fait, cette version-là, j'ai l'impression qu'on l'a vu un peu, dans la première saison où il arrive à Phoenix. Et je trouvais ça Ouais, plutôt bien. Mais dès que, il est dans une situation où il est contraint à porter beaucoup le ballon, j'ai l'impression que depuis, tu sais, la saison là 2022 où Boston avait sorti Brooklyn, en faisant un ouais, plan où ils avaient mis vraiment à mal ces problèmes le ball handling, sa gestion de l'agressivité. Bah, et depuis, je trouve que ouais, KD, c'est plus un joueur que tu veux voir dans cette situation-là. Et malheureusement, bah, ouais, c'est juste qu'ils ont pas le joueur idéal pour le décharger de ce rôle-là. Et le c'est truc, ça, c'est ouais. que, tu vois, la décharge un peu de faire un truc comme l'année dernière où d'un coup, c'est Sengun qui redevient le centre de son attaque en playoff. On avait vu que vraiment l'offensive rating de cette équipe dans cette circonstance-là, enfin, il est catastrophique, quoi, donc ouais, pas forcément en fait, l'équipe est forte malgré tout, mais j'arrive pas à être emballé et je pense que ce sera pas pour cette année qu'il y aura un gros, gros run, quoi. Non, bah, t'as pas t parce que oui, on sait qu'on n'a pas trop parlé de Sengun, mais ouais, moi, c'est vrai que je suis de plus en plus sceptique aussi concernant ce joueur. Enfin, je trouve que ça vient pas quoi, en fait, hein, malheureusement tu vois, même je trouve le passing que j'aimais bien, dans ses débuts, j'ai l'impression qu'on le voit moins. Il y a moins ce playmaking un peu spectaculaire où il y a un peu de créativité, où je pense que c'est peut-être de là qu'il y avait certaines comparaisons avec Jokic, où il y avait un peu cette créativité au passing. J'ai l'impression que ça a un peu retombé cette année. Enfin, moi, je suis ouais, j'avoue que le profil m'emballe de moins en moins, Bah, je pense que sur un cas comme Sengun, tu sais, c'est que quand un joueur est jeune et qu'on voit des flashs de playmaking comme ça, on a tendance à extrapoler. mmh. Le truc, c'est qu'après, on s'habitue à le voir avoir ces flashs-là et le volume, par contre, n'est pas venu avec et donc c'est là que tu te rends compte qu'en fait, c'est pas quelqu'un qui va vraiment élever ton plafond offensif mais je pense que c'était le cas depuis le début. C'est juste que tu avais pas les mêmes attentes au début et donc tu te disais: «Bah, voilà, je vois ce flash-là. Si vraiment il est bon là-dessus et qu'on le entre guillemets, «on lui fournit la balle», bah, on va avoir plus de ce playmaking-là». Mais en fait, pour moi, tu vois, même il est même pas au niveau de Sabonis, quoi, là-dessus donc Bah, pour l'instant non, pour l'instant non, parce que, bah, l'efficacité en plus elle est pas là, quoi. oui. Ça alors Sabonis il l'a parce qu'il a aussi un plus petit volume, mais après peut-être que ça passera par là, faudrait ouais, c'est un peu puis je trouve ils ont perdu enfin, le côté Steven Adams leur apportait le rebond offensif, mais il y avait aussi ce truc qui était cool, c'est que du coup Steven Adams était défendu par le plus gros, le big adverse, mais le vrai big et Sengun souvent était défendu, tu sais, par un plus petit, Ah ouais un 4 ou un ailier un peu plus frêle et tu et du coup, il pouvais avait le déjà un mismatch à attaquer. Je trouve que je pense que ça les dessert aussi, par rapport à ça. C'est que vu qu'ils ont perdu un peu ce truc-là avec Adams, où Sengun, il a plus de mismatch à attaquer directement, bah, je trouve que tu vois vraiment encore plus les défauts de création offensive et ouais, tout s'est un peu effondré, je trouve, en fait, depuis qu'Adams s'est blessé. Il y a le côté rebond, mais il y a aussi le côté où tu avais un mismatch un peu tout cuit qui était là pour Sengun. ouais, je suis d'accord. Bah, ouais, non, mais je pense qu'on a fait le tour sur Houston parce que, bah, de toute façon, on est tous les 2 sceptiques et que ça se ressent. Ouais. Équipe en tout cas intéressante à suivre parce que si tu fais le bon été, par contre, il y a peut-être moyen que l'année prochaine, tu deviennes un contender. Je pense qu'ils sont vraiment à 1 joueur, slash, 2 joueurs
de vraiment arriver à équilibrer le roster, mais c'est pas évident à trouver et il leur faut, Ouais. je pense, ce point guard, quoi. Ouais, il te faut ce créateur, un peu un décalage, ouais. C'est ça. Alors peut-être, petite pause au milieu, avant d'attaquer, les Spurs qui est l'autre grosse équipe. Bon, toi, tu les as mis en bas parce que les Lakers vont être décimés, mais ça vaut peut-être le coup de les aborder un peu rapidement. Dans un contexte où ils auraient été en forme, tu les aurais mis où déjà de base? Je pense que j'aurais hésité, tu vois? J'ai mis Minnesota en 3. Je les aurais mis, je pense, derrière et bon, je peux le dire, j'ai mis San Antonio en 4. J'aurais hésité entre Spurs et Lakers. OK. J'aurais hésité entre ça parce que, ouais, bah, parce qu'ils ont montré que enfin, après c'est pareil, à chaque fois que je regarde des matchs d'eux, je me note ce truc parce que j'ai eu le même, a priori l'année dernière où en fait ça a un peu cliqué en défense, tu sais, en fin de Mmh. saison régulière dernière et ils refont un peu la même chose, c'est-à-dire, ce schéma un peu en switch all où ils abandonnent, où ils font des stunts hyper agressifs. Ils ont fait ça là contre les Cavs, enfin tous leurs derniers matchs, c'était ça. Bon, bah, Je me dis: clairement. «Tiens, c'est cool, la défense», enfin j'aime bien les schémas et tout, mais il y a un moment, je disais: «Mais en fait, je me disais pareil la saison dernière» et au final, ça a un peu retombé en playoff. Alors après, je pense que pour eux, Minnesota était vraiment pas un bon match-up et je pense que quand même aussi, tu as un personnel quand même qui est mieux que l'an passé. Ayton a ses défauts, mais tu avais quand même pas cette qualité-là. Tu avais pas Marcus Smart, tu avais pas Laravia, enfin, voilà, tu avais pas tous ces joueurs-là, donc je pense que quand même tu as un personnel quand même défensif qui est mieux, même si tout n'est pas parfait. Mmh. On en a pas mal parlé, je sais, chez QI de la défense des Lakers et moi toute la saison, bah, je trouvais que c'était vraiment pas très bon et c'est vrai que ça commence un peu à cliquer, enfin ça commençait en tout cas à cliquer là. Mais ouais, puis après c'est aussi, bah, la je trouve la création offensive, enfin pour moi quand tu as un joueur comme Luka, bon ben, de facto moi je te mets quand même très, très haut parce que voilà, c'est un peu pour moi c'est un peu les joueurs avec Jokic, c'est un peu les joueurs ultimes que tu as envie d'avoir en playoff où, ils ont pas trop de défauts tu peux leur amener n'importe quelle couverture et bah, ils sont capables de les battre. Mmh. Tu vois, on l'a vu contre Cleveland qui est quand même une très bonne équipe, ben, ils ont rien pu faire. Et on a vu, voilà, là, Luka avait l'air d'être pas mal en forme avant sa blessure et bah, ça cliquait bien, quoi. Comme dit, c'est vraiment le joueur que tu veux avoir. En plus, je trouve que LeBron James arrive à trouver un rôle qui était cool. Ouais. Ça, c'était un peu le problème où je trouvais qu'il voulait encore peut-être un peu trop de ballons et là, j'ai l'impression il se mue un peu dans ce rôle de connecteur ultime, mais bah, qui est parfait, quoi, pour lui. Oui, parce que son Qui est un peu playmaking, plus dans reste, dans ce role reste of ball, exceptionnel. mais tu vois, ouais, le cerveau, tu vois, il l'a toujours donc voilà. Bah, Reeves en second porteur de balle, je veux dire, ça a toujours été, parfait. Donc non, en termes d'attaque, rien à dire. Bon, il y a le poste de pivot où j'ai jamais trouvé que c'était complètement idéal, mais bon, voilà, ça je pense que ça tu arrives à avoir quand même un plancher avec Ayton Exact. Ice, ouais. et Jackson Hayes, voilà. Donc non, non, je trouvais que c'était une équipe vraiment en plus, ça commençait à pas mal piquer la défense, et cetera. Mais bon, bah, c'est sûr qu'avec les blessures, ça change la donne, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi qu'il y a alors il y avait cette défense qui marchait. Moi, j'avais l'année dernière quand on avait fait la preview des Lakers, c'était cette période où il y avait eu la trade deadline et ils étaient très en forme post trade deadline avec une défense qui fonctionnait bien et qui marchait bien contre certaines équipes et j'avais ce truc de me dire: «Mais je vois les ratings, mais j'arrive pas à comprendre que la défense soit bonne». Ouais, Et cette année, je comprends un petit peu mieux parce que je trouve que déjà sur le poste de pivot, je sais que DeAndre Ayton, c'est un joueur qui est beaucoup critiqué et cetera, mais quand il veut faire les efforts, c'est quand même plutôt honnête. Et là, sur le run, en fait, qu'ils ont fait en fin de saison, il était un peu dans ce bon vouloir défensif et il y avait ce truc de quand même Marcus Smart. En fait, je trouve que tu vois quand il est là et quand il est pas là avec mmh, les Lakers. ouais, Défensivement, vraiment, il transforme l'équipe. Donc je pouvais comprendre un peu mieux, mais il y avait quand même cette tendance à se dire quand leur défense marche, c'est aussi que les équipes en face ratent tous les tirs à 3 points ouverts qu'ils concèdent et ça a un côté un peu OK, c'est un beau pari, mais j'avais un petit peu peur qu'en play-off, ça s'effondre. Et l'attaque est très mmh, bonne, mais j'avais un peu peur de certains match-up pour eux en me disant contre des défenses très agressives,
slash des équipes très physiques, même comme Houston, tu vois? Je pouvais les imaginer se faire dépasser, dans cette bataille-là parce que tu as quand même ce problème de Reeves-Lucas. Je trouve que tu avais beaucoup de joueurs que tu pouvais cibler, que ce soit offensivement, mais même, tu vois, défensivement, des joueurs comme Laravia. J'aime bien Laravia, mais c'est quand même un joueur qui rentre pas ses tirs et qui t'apporte, voilà, un certain compromis. Donc j'avais un peu tendance à aller voir 4-5e à l'Ouest, selon les circonstances. Mais c'est vrai quand même grosse déception parce que, la saison de Lucas est exceptionnelle. C'est pas le même joueur que l'année dernière, je trouve. L'année Mmh. dernière, il avait vraiment Ouais. galéré et la série de playoffs contre les Wolves, elle est dramatique. Et je pense que ça aurait été quand même une toute autre, campagne de playoffs pour lui. Alors il espère toujours la jouer, mais je crains qu'il la joue pas. Mais voilà, ouais, il y avait un peu un fond de l'équipe, en fait, j'ai l'impression qu'elle est dans cette phase de transition on s'est retrouvé avec Lucas, on n'aurait jamais dû se retrouver avec Ouais. Lucas et maintenant il faut construire un roster qui fonctionne des 2 côtés du terrain et je trouve que l'attaque, pour le coup, est plutôt fonctionnelle parce que les joueurs qu'ils ont ajoutés marchent bien. Défensivement, Smart était une aubaine, mais il y a encore un peu du chemin à faire pour trouver, sur les ailes, slash peut-être au moins un pivot, plus fort que Jackson Hayes pour moi, dans l'équipe, quoi. Ouais, je pense que le poste d'intérieur, c'est un peu encore toujours un peu le même défaut, même si c'est pas si mal, mais ouais, ils sont encore je suis d'accord, hein, pour moi, ils sont encore un peu dans cet entre-deux, hein. Bah, de toute façon, le problème, c'est le contrat de LeBron, hein. Ouais, clairement. Il est contrat max, mais là, je pense que du coup, ils vont avoir du cap. Il y a pas mal de joueurs qui sont en contrat finissant. Enfin, là, je pense qu'ils vont pouvoir construire une vraie équipe autour de Luka et Reeves. Autant Reeves, je trouve que c'est parfait avec Luka. C'est un peu, pour moi, c'est un peu comme Kyrie, hein. C'est un peu le même style en moins bon, mais c'est un peu, tu vois, second porteur de balle qui t'apporte du spacing. Il peut à la fois du coup jouer le rôle de connecteur quand Luka il a le ballon. Enfin, moi j'aime bien la paire. Après, pour moi, c'est vrai qu'il y a un peu tout à faire à côté. Pour moi, tu as quand même pas mal de joueurs gadgets, hein. Au final, tu vois, Luke Kennard, j'adore, c'est cool. Je pense que l'ajout est bien, mais voilà, c'est un joueur que tu peux cibler. Ça manque en fait de joueurs un peu two-way, tu vois. Tu as un peu de Hachimura, c'est mieux à 3 points, mais c'est pas non plus le style de joueur que tu as envie forcément de dire à côté de Luka, bon bah voilà, c'est parfait. Comme tu as dit, la Ravia, c'est bien, mais c'est pas parfait. Il y a peut-être Smart, où finalement, c'est peut-être pour le coup, ça c'est très bien, parce que lui, Attends, ça va toujours t'apporte être la une question de défense. santé, hein, pour Smart parce qu'après tu sais Ouais, que c'est c'est ça. un joueur, il est trop précieux, clairement. Et sinon, c'est des joueurs qui sont un peu, toi, Kleber, c'est un joueur que j'adore à la base, mais voilà, il est tout le temps blessé. Ouais. Bon, bah voilà, il y a plus grand Vanderbilt, c'est joueur gadget. Enfin voilà, t'as quand même pas mal de joueurs comme ça. Et bon, bah malgré tout, ils réussissaient, je trouvais, à trouver un truc. Mais je pense que c'est le pouvoir un peu de Luka qui est capable de te faire fonctionner un peu une attaque avec des bouts de bois, j'ai envie de dire entre guillemets, même si voilà, t'as quand même Reeves et LeBron qui a réussi un peu à trouver ce rôle un peu plus off-ball qui lui va mieux du coup maintenant, parce que voilà, c'est pas à 41 ans, il a plus le jus maintenant pour faire de la création. Mais non, ouais, c'est une équipe que j'avais assez haut, mais qui tu sens qu'effectivement, si tu tombes contre un mauvais match-up, ça peut aussi, mal se passer rapidement. C'est une équipe qui a, je pense, un plafond qui est quand même assez haut, mais le plancher peut un peu varier, quoi. C'est un peu ça. Ouais, ouais, ouais mais c'est vrai que ouais, pareil, dans une forme de projection, j'ai un peu hâte de voir ce qu'ils peuvent faire sans LeBron. Parce qu'il y a quand même une dépendance, je trouve, ouais, il y avait une dépendance un peu à la présence de Smart, notamment pour, donner une cohérence, défensive à l'équipe. Il y a clairement eu une dépendance à Luka Doncic et c'est vrai que le duo Reeves-LeBron, quand, Luka était pas là, était vraiment pas fonctionnel, je trouve. Ouais. L'équipe vraiment perdait les minutes quand ils étaient tous les 2 ensemble et donc je me dis: «Ouais, il y a quelque chose à faire à partir des 50 millions que tu vas récupérer de LeBron» et oui, effectivement, je pense que le but, c'est de gommer un peu, de réduire en tout cas le nombre de joueurs gadgets à la Luke Kennard, comme tu disais et je pense que ta base, elle est autour ouais, d'un quatuor de joueurs pour moi avec Smart, Luka, Reeves et Ayton malgré tout que moi je considère encore comme un joueur que tu peux vraiment utiliser, parce que c'est un bon attaquant et que défensivement, j'avais l'impression qu'il était rentré dans son rôle. Mais après derrière, ouais, comme tu dis, tu as beaucoup de joueurs. En fait, c'est cool si tu les as, mais tu peux pas en faire tes rotations majeures parce que tu sais qu'en Ouais, c'est play-off, ça. tu vas être exposé et tu vois, je pense qu'il y avait plein de match-up, les Wolves, les Rockets qui auraient été des équipes qui auraient fini derrière eux, qui auraient été quand même favoris contre eux, dans une série de play-off, quoi.
Mmh. Bah, je pense que t'as les stars, enfin, t'as les stars pour aller haut et c'est ça qui fait peut-être un peu ton plafond. Par contre, le supporting cast, tu es pas du tout, quoi. Le supporting cast, il est pas très bon, comparé à certaines équipes, tu vois? Minnesota, San Antonio, même Houston, enfin, tu vois? Tu fais un peu toutes les équipes de l'Ouest, c'est un des pires supporting cast, hein, au final, hein. Après, c'est normal vu la manière dont l'équipe a été gérée sur les 6 C'est ça, dernières ouais. années. Enfin, c'est une équipe qui a cherché systématiquement à faire des gros échanges pour amener des gros joueurs et généralement, tu le payes en donnant Ouais, casser un joueur dans le lot et c'est une mission qui est quand même super dure parce qu'ils ont beau avoir du cap, il y a toujours ce problème, c'est OK, tu as du cap, mais est-ce que dans l'été, tu vas avoir les opportunités, pour aller vraiment récupérer le supporting cast dont tu as besoin? Et est-ce que tu es en mesure à chaque fois d'être, le meilleur offrant? C'est pas évident, je trouve, généralement, je trouve que c'est plus facile, en fait, quand tu as un joueur, de construire un premier cycle qui est très solide et là, du coup, eux, ils récupèrent Luka en plein fin de cycle, un peu Anthony Davis, LeBron James et ils sont obligés d'aller trouver tous les joueurs qui, peuvent fonctionner avec Luka. Ce qui, mine de rien, à la manière d'un Jokic, offensivement, c'est des vrais, entre guillemets, «engines» qui te permet de faire fonctionner une ouais, attaque. Mais il y a quand même des compromis défensifs à régler et c'est dur d'avoir ces joueurs-là parce que c'est des joueurs qui sont chers généralement. Et donc ça va pas être facile, je pense, même si c'est les Lakers, c'est que généralement c'est un ouais, atout, ça va pas être facile, de monter, vraiment l'effectif parfait pour Luka, comme les Mavs l'avaient fait, quoi. ouais. Ouais, non, c'est clair. Après, comme tu dis, là, ils ont l'avantage d'être les Lakers et d'être attractifs, quoi. Ils peuvent te surprendre, ouais, c'est clair, c'est clair. Bah, OK, et du coup, bah, non, on s'était dit donc dernier gros morceau, c'était les Spurs, donc Spurs qu'on n'a pas évoqué depuis, je pense le podcast que vous aviez fait à 3 où vous parliez justement, notamment du duo Castle, Oui, Alors là, on était au moment où vous l'avez fait, c'était un peu la pleine période où ils sortaient des 3 victoires contre OKC. On commençait à se dire que les Spurs, c'était très sérieux, alors que, bah, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'en début de saison, on les voyait comme une équipe qui allait jouer les playoffs, mais peut-être pas comme un contender. Et donc là, bah, écoute, je te laisse, déjà, bah, présenter comment toi tu les vois dans ce power ranking, sachant que tu nous as dit que tu les vois, enfin tu les avais 4e, c'est ça? ouais. OK. Ouais, ouais, je les ai mis 4e. Après, c'est vrai que c'est un peu une équipe que j'ai du mal à juger dans le sens où, ça pourrait enfin, je me demande si je me trompe pas aussi dans le sens où, est-ce qu'ils pourraient pas être plus haut? Tu vois? Au final, je pense que la défense est vraiment calibre champion. Parce que vraiment de toute façon, je pense que Wembanyama te change, quand même énormément ta défense. Mais même jeudi retour, que ce soit Pas que ça, ouais, c'est Castle, pas que gamin, ouais. Vassell, enfin ils ont plein de joueurs, Harper même, qui est tu vois, qui sort du banc, mais qui s'est un peu mué, dans ce rôle de création, mais aussi, défense. Au final, ils sont grands, donc tu vois, ils ont pas trop de mismatch finalement à attaquer, à part peut-être De'Aaron Fox, peut-être le Ouais. seul maillon faible un peu que tu as, Peut-être sur mais les si ailes aussi. Enfin, je trouve que même si c'est des joueurs qui sont fonctionnels défensivement, je trouve quand même que, tu vois, Champagny, Harrison Barnes, et cetera, c'est pas non plus, oui. tu vois, c'est pas des super C'est défenseurs. fonctionnel, mais c'est pas des oui, c'est pas de la top défense. Par contre, c'est vrai que l'axe, je trouve, défense du point d'attaque Mmh. et Wembanyama en drop, bon, ben, bah, c'est parfait. On l'a vu, bah, des confrontations comme, Détroit, des équipes comme ça qui jouent énormément de pick and roll. Bon, ben, toi, Wemby, il fait juste un drop, tu Castle qui navigue l'écran, bah, tu concèdes pas de décalage parce que tu as cette qualité de navigation d'écran plus, bah, le drop de Wembanyama, donc non, la défense, j'ai pas grand-chose à dire. En plus, bon, on en a pas mal parlé, ça a pas mal fait le tour aussi des nouveaux schémas défensifs qui permettent de garder Wembanyama le plus proche du panier avec toutes les switch off ball. Parce qu'en fait, ils ont pris l'assistant qui était aux Mavs, où il faisait énormément ces schémas-là. Du coup, c'est bien de voir ça. C'est une nouveauté de cette année où Wembanyama se fait pas, balader dans le périmètre et ils essaient de le garder le plus proche, donc il y a un peu ces schémas défensifs un peu dynamiques et donc ça, c'est cool. Il y a aussi le rebond défensif où ils sont vraiment, vraiment très bons. Donc vraiment, il y a pas énormément de points faibles, hein, dans leur défense. Mais ouais, ce qui me fait on va dire mon gros point d'interrogation, ça va être comment cette attaque-là va bien se transposer en playoff. Autant je vois des trucs vraiment bien où, moi je sais que c'est vrai que Castle, j'aime beaucoup. Il y a ce côté playmaking, drive qui peut être sympa. Après, je pense qu'on n'est pas sur un joueur qui est encore implacable. Il va lui manquer ça
Et puis il y a toujours quand même ce problème du spacing, où, bah, on l'a vu, tu vois? Je trouve que leur spacing tient beaucoup sur, Champagny et Vassell, Mmh. et quand l'un des 2 est pas là, déjà, tu vois, ça devient compliqué. Et eux, c'est un peu le même truc. J'ai l'impression que ça va dépendre pas mal des match-up où, il y a des match-up, ça peut être cool, il y a des match-up, ça peut être assez cata pour eux, où, si tu peux commencer à un peu avoir une défense dynamique, tu peux abandonner certains shooters, ça peut vite devenir compliqué, même si la profondeur est pas mal aussi, je trouve, mine de rien. Je pense que tu as une rotation à 8 qui est assez sympa. Keldon Johnson, tu vois, à la base, où je suis vraiment pas fan, je trouve que finalement, ils lui ont trouvé un rôle qui est pas mal dans ce rôle de rebond offensif, de faire du drive un peu par sa puissance, où, finalement, ça reste assez fonctionnel. Bon, la défense, moi, je suis pas ultra fan, mais bon, je veux dire, avec tous les autres profils qu'ils ont, c'est pas trop un problème. Donc ouais, la défense est vraiment bonne. Après, je crois qu'ils sont quand même top 5, hein, en attaque. Donc, toi, c'est un peu l'inverse des Lakers, où tu dis les ratings sont fous, mais j'ai quand même ce point d'interrogation. Je pense que les créateurs, ils les ont, et je pense que, tu vois, Harper et Castle peuvent vraiment devenir des très bons créateurs en playoff, Ouais, mais est-ce qu'ils en le sont déjà là? shotmaking. C'est un peu l'interrogation que j'ai, on va dire. Ouais, moi, ça j'ai un peu le même truc que toi et c'est pour ça que en début de saison, même quand, je voyais qu'ils jouaient bien, j'avais toujours ce truc de me dire: «OK, on sait que la défense, elle va bien fonctionner». Et d'autant que, moi, c'est un point que je voulais noter, c'est que oui, il y a Wembanyama, mais comme tu dis, sur le point d'attaque, c'est assez impressionnant et c'était, je crois, samedi dernier où il y avait le match, le gros match là qu'il y a eu entre les Nuggets et les Spurs et en fait, je trouvais que le plus dur pour Denver, c'était pas, Nikola Jokic qui l'avait avec Wembanyama, c'était vraiment Jamal Murray avec, la défense de Castle Harper sur lui qui est d'une Ouais, agressivité incroyable et ils sont trop forts, je trouve, pour passer entre les écrans, te mettre la pression donc la défense est vraiment exceptionnelle et je trouve c'est à noter, mais c'est quand même l'équipe qui autorise, je crois, le second pourcentage, au cercle, donc défensif, donc autour des 62, ce qui est quand même très faible et le 1er plus faible, pourcentage au tir à 3 points de la ligue. Donc ça veut dire qu'en fait, si tu veux vraiment les battre, faut que tu aies un bon shot making, faut que tu sois capable de shooter à mi-distance. Ça, il y a plein d'équipes qui shootent à mi-distance. Enfin, ils ont pas les joueurs, en fait, ils ont pas le personnel pour ouais. vraiment te sanctionner dans cette zone-là et c'est vrai que ça rend leur défense très viable. Mais sur l'attaque, c'est là où je te rejoins, c'est qu'en fait, toute la saison, je me suis dit déjà, il y avait ce problème originel de OK, tu as plein de playmakers, ball handlers mais c'est dur de faire cohabiter tout ça avec Wembanyama et ça, ils ont réussi. Mais après, il y a un peu ce truc de shot making de me dire enfin, Dylan Harper, tu es sur un joueur rookie, Stephen Castle, c'est pas normalement, tu vois, c'est pas un shooter pour le moment. Dans la zone d'entre-deux, c'est pas non plus normalement un bon shooter et Fox, c'est vrai que, je sais pas si on a réduit les attentes sur lui parce qu'il était quand même très fort, je trouve, à Sacramento. Mais je trouve que du coup, bah, on le voit moins parce qu'il est beaucoup plus dépossédé de la balle et donc tu te dis offensivement quand même, ça peut se gripper. C'est là où je te rejoins. Pour autant, moi je t'avoue que je les avais quand même plutôt 2e du power ranking. Pas parce que, comme on se disait en off, je pense que c'est une meilleure équipe que Denver, mais parce que contrairement à la plupart des équipes de l'Ouest, pour moi, c'est quand même une équipe qui arrive, physiquement, pas reposée, tu vois? Mais, pas avec d'historique de blessures fort et je trouve que c'est quand même un atout, assez notable. C'est que, contrairement à Denver ou à Aaron Gordon, Cam Johnson, à Peyton Watson, tu peux douter de leur présence sur toute la campagne de playoff. Ou OKC, tu vois, tu peux te dire que Jalen Williams, ça peut être compliqué parce qu'il a quand même une blessure assez pénible. Bah, eux, ils ont pas du tout ça et ça, je trouve que c'est une force. Maintenant sur une question, ouais, de vraiment pur niveau de jeu, je pense qu'ils sont, moi, je les avais, ouais, plutôt 3e dans ce cas-là, derrière les Nuggets et le Thunder, ouais. Ouais, ouais, après je peux comprendre, hein, c'est un peu de toute façon, en plus on les a jamais vus, encore en playoff, ça va être aussi une découverte. Mais, tu vois, ouais, je regardais dans leurs gros joueurs qui ont un gros minutage, si t'enlèves enlèves, Wembanyama, bah, t'as pas de joueurs qui sont, au-dessus de l'efficacité moyenne, ce qui est assez fou. Mmh. Fox est et pile à la moyenne, Castle à 99, enfin, tu vois, ils flirtent tous avec la moyenne, mais ouais, t'as pas ce créateur ultra efficace hormis Wembanyama, mais c'est pareil, Wembanyama, moi je suis toujours encore sceptique de est-ce qu'il va, c'est pas en enfin, pour moi l'attaque elle est pas encore là, tu vois? Je pense qu'ils lui ont trouvé C'est un pas bon fini, rôle. quoi, offensivement, j'ai l'impression. Tu vois, Ouais, il y a il c'est y a un ça. côté, c'est un projet, mais c'est pas encore,
Ouais, on est plus ils l'ont plus mis dans ce rôle un peu justement de shot making, de un peu à la Kevin Durant, j'ai envie de dire. C'est pas mal de pull-up, ils l'ont pas mal mis dans ce rôle-là qui est très bien, hein, je trouve, hein. Mais on n'est pas sur ce truc de, passing, tu vois, il y avait les pi l'année dernière et il y a 2 ans, il y avait les pick and roll inversés. Bon, bah, ils se sont un peu éloignés de ça au final. C'est vraiment plutôt un joueur de 1 contre 1 qui va faire son scoring un peu en isolation et c'est plus, ben, ouais, Castle, Fox, et puis Dylan Harper quand il est sur le terrain à créer du jeu. C'est pas tellement lui qui va le faire. Donc c'est un peu ça l'interrogation. Après voilà, on n'est pas à l'abri que, je sais pas, une série de playoffs où lui ça clique. Enfin ça se trouve, tu vois, il va avoir un niveau stratosphérique en playoff, enfin j'en sais rien, tu vois? Ou, il va avoir un shot making incroyable qui peut te faire gagner une série. Donc c'est un peu je pense que le plafond peut être assez haut en fait de cette équipe où, ça va être un peu une découverte et ouais, puis Wembanyama peut te changer malgré tout, pas mal de choses, quoi. Ouais, et puis alors après je pense que, tu sais, le la manière dont ils ont tourné le projet, c'est il y a un peu je pense qu'il était sursollicité dans ses premières saisons parce qu'on lui demandait à la fois d'être cet ancre défensif qui fait un peu tout, puis offensivement, créer balle en main, c'est quand même, assez dur. Puis après tu as le personnel qu'ils ont amené qui font que, bah, déjà c'est compliqué je trouve de faire cohabiter à la base Castle, Harper, Fox, ou même juste 2 d'entre eux. Si en plus tu commences à trop responsabiliser Wemby balle en main, j'ai peur que ton spacing il s'effondre, donc je pense qu'il y a aussi une nécessité, de pas trop, le mettre dans ce registre-là. Mais effectivement, leur en tout cas, leur attaque, c'est sûr que sur le papier, c'est pas une évidence. Je pense pas que les craintes qu'on avait autour, de la compatibilité des profils, elles étaient infondées. Je pense qu'elles le sont toujours et c'est peut-être ça qui peut un peu leur coûter en play-off. Je crois pas du tout en ce truc, je sais pas ce que tu en penses, mais «Ah, ils ont pas d'expérience en play-off, donc Non. ils vont le payer». Mais c'est plus, effectivement, ces profils-là, ils sont pas censés être hyper complémentaires et du coup, c'est soit, bah, tu as une équipe qui va un peu exposer ça, soit, bah, une équipe qui va avoir un meilleur shot making slash, playmaking peut aussi les battre, quoi. Bah, ouais, et puis tu vois, que souvent on dit: faut avoir un joueur top 10 NBA. Alors je pense qu'ils l'ont, hein, c'est Wembanyama, il est top 10 NBA, c'est pas ce que je veux dire, mais je pense pas qu'il le s enfin pour moi en tout cas, s'il est top 10 NBA, c'est pas té enfin, c'est par son attaque aussi, mais c'est plus par la défense en fait. Parce que Ouais. la protection de cercle d'ultra élite, mais est-ce qu'ils ont finalement ce joueur top 10 en attaque NBA? Bah, je pense pas, tu vois? Wembanyama, on n'en est pas encore là. Castle, Harper, tout ça, peut-être qu'Harper, il le sera un jour. Castle, moi, je l'adore, mais voilà, il y a quand même toujours, on l'a dit, les défauts qu'on a dit. Fox, c'est un créateur quand même qui reste imparfait. Donc il y a quand même toujours ce truc-là où j'ai un peu des doutes sur, bah, ouais, si une équipe, en tout cas, schématise bien sa défense, bah, peut-être que ça peut coincer. Donc c'est un peu ouais, c'est un peu le doute que j'ai pour l'instant, sur cette équipe, quoi. Alors, tu vois, autant je te rejoins sur le fait que tu peux pas dire qu'il est top 10 par ce qu'il apporte offensivement. Mais d'un autre côté, je sais pas. Alors, je pense que c'est parce qu'aussi c'est un profil tellement étrange que ça va être très dur pour moi de savoir comment tu le défends. Mais j'ai pas l'impression enfin, j'ai pas l'impression que dans une série, tu puisses imaginer une série où vraiment, il ait des lacunes qui font que vraiment il va pas être un facteur offensif. Là où certains joueurs qu'on a des fois considérés top 10 ou comme de très forts attaquants, il y avait quand même des lacunes dans leur profil qui fait que sur une série, tu pouvais les imaginer complètement passer à travers. Tu vois, par exemple, il y avait les Celtics, version 2024 où on se disait: «OK, c'est très fort», mais par exemple Jason Tatum, il s'appuie énormément sur, bah, son shot making et notamment son shoot et tu pouvais imaginer une série où en fait ça se crible complètement. Wembanyama quand même, tu as l'impression qu'il arrivera toujours à trouver ses points. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je vois pas vraiment, le profil vraiment s'effondrer et faire une série catastrophique offensivement, quoi. Bah, après ça a pu être, si ça switch, tu vois? S'il faut vraiment qu'il attaque en un contre un, qu'il fasse du drive. Moi, c'est un peu sur le drive où j'ai Mmh. encore des questions. Heu, Même, tu vois? Alors, ils le font plus trop maintenant, d'ailleurs, c'est même très bien, mais ils essayaient pas mal de le faire jouer en post-up, ce qui était d'ailleurs pas Pas ouf. qui le servait pas du tout, mais Mmh, tu vois, même clairement. sur le drive, je trouve pas que c'est un joueur qui te mette une énorme pression au cercle par son drive. C'est plus pour moi, mais d'ailleurs, je trouve que c'est bien mieux que San Antonio l'utilise comme ça, mais c'est plus par son bah, c'est un rollman
qui est incroyable parce que, bah, il est super grand, quoi et souvent même c'est même plutôt comme ça que des fois ils arrivent à battre certaines équipes par le switch. C'est que Wembanyama est tellement grand que, bah, ça switch, Castle il a la balle, il va quand même le trouver en alley-oop parce que c'est un plus petit qui le défend et il va pouvoir, Ouais, c'est voilà, ça. il va pouvoir marquer son panier comme ça. Mais je me dis, est-ce que tu vois, dans une série où ils vont peut-être avoir plus les profils défensifs un peu pour, tu vois, si tu es un peu plus physique avec lui, que tu le pousses loin de la raquette, comment il va s'en sortir aussi par, Ouais. tu vois, dans ce genre de défense qu'il va vraiment falloir créer sur du 1 contre 1. On a vu des fois, il y a des séries où c'est ça, hein, où vraiment ça va être, ben, voilà, tu es en 1 contre 1, est-ce que tu es implacable, en fait, sur 1 contre 1? Et c'est un peu là-dessus, je pense qu'ils ont pas peut-être pas encore ce joueur-là, tu vois? Ouais, ouais, je suis Castle, je d'accord. pense pas que ce soit ce joueur-là et Wembanyama, j'ai encore mes doutes aussi. En fait, moi, ce que je me dis, c'est plus en fait, il y a très peu d'équipes, je trouve, qui viennent sans compromis défensif et en fait, il y a entre sa taille, le fait que tu puisses le servir off ball et que du coup, quand même, il est extrêmement mobile pour un joueur qui fait 2,26 m, il Ouais. y a toujours quelque chose à trouver pour lui pour mettre des paniers et c'est vrai que je me disais, en fait, si tu regardes à part OKC qui a un peu ce côté, on est tellement complet qu'il y a pas trop de mismatch et on peut te gêner un peu sur tout. Il y a plein d'équipes où, bah, tu vas trouver, en fait, quelque chose à exploiter et donc même s'il y a pas faire une série ou à mettre 35 points, il y a quand même pas mal de choses à grappiller pour, aller chercher tes points. Ils sont tellement bons défensivement que tu vas te dire: «Bon, bah, on s'y retrouve peut-être, quoi». Mais je vois, ouais, effectivement, je vois ce que tu veux dire. Mais ça vient à cette idée, de toute façon, il a 22 ans et à l'image de Castle ou Harper, c'est pas des joueurs qui sont finis et Ouais, donc c'est ils viennent ça. avec pas mal de lacunes, clairement qui peuvent, leur desservir, quoi. OK, tu des choses à ajouter toi sur San Antonio ou? Non, écoute, je pense qu'on a fait le tour, hein. OK. Donc en fait, nous, ce qu'on s'était dit, c'était, en fait, le plan original, à la base, c'est de parler de 4 équipes, dont les Lakers. Puis bon, les choses ont fait qu'on a basculé vers un format où on a un peu écarté rapidement les Lakers. Hem, Toi, avant d'entrer sur ce qu'on s'était gardé pour la fin, c'est-à-dire un peu un pêle-mêle Thunder Nuggets, par exemple, chez les Clippers ou les Suns, tu as rapidement quelque chose que tu aimerais dire ou pas? Ouais, c'est vrai que les Clippers sont quand même surprenants. Après, moi, je les avais mis 5e parce que je pense ils ont quand même un joueur comme Kawhi Leonard et en playoff, ça peut te faire gagner une série. Même si bon là, quand je dis une série, c'est contre un adversaire moins fort, hein. Parce que effectivement, s'ils tombent contre OKC, je donne pas cher de leur peau, même si je pense qu'ils peuvent aller accrocher un ou 2 matchs sur un malentendu. C'est le genre de joueur en tout cas qui peut t'accrocher un ou 2 matchs, mais ouais, je trouve qu'ils ont en fait, les Clippers, je trouve que le fit moi j'adore le fit entre Garland et Kawhi parce que, ben, Garland te fait un peu ton fond de jeu par le playmaking et Kawhi va t'apporter un peu, bah, ce scoring qui manque à Garland. Après le truc, c'est que c'est un peu une équipe qui, tu vois, on sait pas trop ce qu'ils vont faire, mais c'est un peu une équipe qui bascule de projet, on a l'impression. Ouais, Et puis ça c'est pas une équipe c'est un peu une équipe finalement qui commence à être sur une double timeline aussi. Et en plus, c'est pas une équipe qui est ultra profonde, qui a connu des blessures, qui a fait des trades, qui a perdu Zubac. Donc voilà, il y a aussi, bah, il y a eu, ouais, il y a eu quelques blessures. Donc c'est un peu je pense qu'il y a l'effectif est intéressant, mais voilà quoi, c'est pas, tu pourras pas aller non plus très, très loin en play-off dans cet état-là, quoi. Ouais, je trouve ça fait un peu bricolage quand même où ils en sont là avec le roster. C'est-à-dire tu as vraiment quelques joueurs qui sont un petit peu des locks, mais globalement, tu as un peu cette double timeline qui fait qu'en début de saison, tu pariais beaucoup sur les vétérans et défensivement, ça marchait pas trop. Tu as un peu plus impliqué les jeunes, mais en même temps, dans ce roster un peu de jeunes joueurs, je trouve qu'il y a pas beaucoup de joueurs qui sont, des gros potentiels offensifs qui peuvent vraiment te permettre d'aller chercher du point supplémentaire. Et donc c'est vrai que j'ai un peu du mal à y croire, même si la saison de Kawhi, c'est peut-être une de ses meilleures depuis les 3-4 Mmh. dernières années. Il est incroyable et je pense que tous les 2 on est d'accord pour dire qu'on adore Darius Garland. Mais il y a quand même toujours ce bémol de Darius Garland contre des défenses très agressives. Il y a un moment donné où ça grippe, notamment sur le scoring et du coup, Mmh. j'ai peur, tu sais, que tu puisses vraiment isoler Kawhi Leonard. Et donc si le match-up, bah, de toute façon, le match-up sera ou le Thunder ou les Spurs, donc 2 très bonnes défenses. Ouais, Ouais, ça risque d'être compliqué, ouais. ça risque d'être compliqué, quoi, ouais. Non, ouais, clairement. Et après, bon, Suns, moi, j'avoue, j'ai pas c'est pas une équipe que j'ai trop suivie, donc j'ai pas spécialement d'ajouts à faire. Ouais, non, moi non plus. Moi non plus, je pense de toute façon, c'est pas une équipe, je pense, qui ira très loin et comme on a dit, vu que ça on a cette impression que ça bascule de projet, on sait même pas si Kawhi finalement sera encore là, je sais pas. On sait pas trop non plus encore ce qu'ils veulent faire exactement, les Clippers. Ouais.
OK, bah, du coup, on arrive donc à nos 2 gros morceaux. Bah, est-ce que comment tu veux commencer ce truc-là? Est-ce que tu veux parler séparément des équipes ou plutôt le voir dans une forme de comparatif? Ouais, c'était plus effectivement à la base de me dire: «Bon, je pense qu'on est beaucoup à avoir, ces deux équipes-là aux 2 premières places de notre power ranking». Moi, j'ai mis OKC 1er, hein, j'ai mis Denver en 2. Après, c'est vrai que moi, je pense pas qu'il y ait un écart si fou que ça, entre les 2 équipes. Alors, c'est 2 équipes évidemment qui sont, totalement différentes, mais, l'attaque des Nuggets pour moi est beaucoup trop forte pour me faire dire que, tu vois, je suis obligé de les mettre aussi haut. Tu vois, l'attaque, elle est quasiment 2 points au-dessus en termes d'offensive rating que le deuxième. Alors qu'entre le deuxième, il faut aller entre le deuxième et le septième pour Ouais. voir un écart de 2. Donc c'est pour dire vraiment l'attaque est vraiment excellente. Non, je pense que de toute façon le problème de Denver, ça a été les blessures. Mais hormis les blessures, je pense que tu as une bonne profondeur. C'est un peu ce qui leur manquait, la saison dernière, je trouvais. En plus, il y a eu pas mal de blessures, pendant la série. Ouais. Aaron Gordon qui s'est blessé, enfin, Michael Porter Jr. qui a jamais été à 100, qui a fait d'ailleurs une série pas très bonne, mais je Ouais. pense qu'il était pas mal gêné, par sa blessure. Et tu vois, malgré ça, bah, tu as poussé quand même OKC en 7 matchs, ce qui est pas rien. Et je trouve que, bah, ce qui leur manquait, c'était de la profondeur. Je trouve que cette année, quand même, ils en ont rajouté pas mal. L'explosion de Peyton Watson, Spencer Jones qui sort un peu de «nulle part» entre guillemets, Tim Hardaway Jr. qui a Mais toujours retour fait en des bonnes carrière. saisons, mais je trouve qu'il a vraiment trouvé un vrai rôle et qui est vraiment dans la rotation. Bon, Donc Cam il est Johnson, incandescent, quoi. C'est-à-dire qu'il est sur une ouais. saison, dans les 43-44 à 3 points en prenant des tirs quand même, pas Ouais, non, évidents, quoi. il est vraiment dans la rotation, il a un vrai rôle. Il y a, bah, Cam Johnson qui avait fait une saison demi-teinte, mais j'ai l'impression que ça va mieux, ces derniers temps. Enfin voilà quoi, bref, tu Aaron Gordon qui est revenu et cetera. Donc, non, je trouve que tu as une belle rotation à 8, de playoff, et c'est un peu ce qui leur manquait. Et la question, c'est toujours la défense. Mais le truc, c'est que je me dis, l'année dernière, la défense, je trouve qu'en playoff, ça avait quand même cliqué. Et j'ai l'impression que ça va un peu faire pareil, cette saison, où c'est quand même un effectif qui se connaît bien. Je veux dire, les schémas, on les connaît. C'est vrai qu'ils font pas mal défendu Jokic en drop en saison régulière, mais j'ai l'impression que c'est un peu voulu et que là, en playoff, Faites ils vont refaire d'économie, un je peu pense. des ouais, ils vont refaire des schémas plus agressifs. Donc, non, moi, c'est une équipe que de toute façon, Jokic, c'est un peu le pour moi, c'est comme je disais avec, c'est un peu comme Doncic, et lui, c'est encore un calibre au-dessus, où c'est des joueurs pour moi qui sont il y a pas de solution, en fait, contre ces joueurs-là, même si je pense que OKC, c'est l'équipe qui lui a le plus posé de problèmes. Et je crois que j'ai jamais vu Jokic autant galère peut-être contre cette équipe-là, mais malgré tout, il a aussi posé pas mal de problèmes. Donc, je me dis avec un meilleur supporting cast, bon, ça Ouais. peut le faire aussi, quoi. Ouais. Je pense que, l'année dernière, on a, c'est le point que tu soulignes, en fait, quand on reparle de la série de Denver, tout le monde oublie à quel point vraiment la rotation était courte. Bah oui, C'est-à-dire qu'en fait, quand tu sortais du 5 de départ qui était déjà, on va dire, handicapé parce que Gordon avait quand même eu beaucoup de blessures aussi la saison dernière et Michael Porter Jr. avait joué tous les playoffs avec une blessure à l'épaule. En fait, tu te retrouvais avec, Peyton Watson qui était pas du tout le Peyton Watson de cette année, Russell Westbrook qui, effectivement a été, bon dans la série contre les Clippers, mais a été ouais, aussi, on va dire, la version sombre de Russell Westbrook dans la série contre OKC. Et après, en fait, tu tentais des paris et donc il y avait, par exemple, le match, 5 ou 6 où tu as le pari qui fonctionne avec Strover. Mais par exemple, le match suivant, le match 7, il est transparent, les 2 matchs suivants. Et en fait, tu avais vraiment personne parce que tu avais un double problème, c'est que tu avais pas assez de vétérans comme Tim Hardaway Jr., Bruce Brown qui est revenu aussi et qui reste quand même une ouais, valeur sûre. Et tu avais plein de joueurs qui, sous Mike Malone, n'avaient pas réussi à éclore. Et donc c'est le cas de Strover qui avait pas réussi à trouver son rythme. C'était le cas de Peyton Watson qui était un joueur assez lacunaire, offensivement. Et là, c'est vrai que, ouais, il y a une sorte d'alignement des planètes qui fait que tu passes d'une rotation à 7 à une rotation à 10-11 joueurs de calibre, utilisable en playoff. Donc, ça donne que l'attaque effectivement, elle est, c'est une attaque all time, hein, et c'est une attaque all time malgré le fait que Jokic ait manqué, une quinzaine de matchs, malgré le fait que Gordon en ait manqué, une quarantaine, Christian Brown pareil. Donc effectivement, là où je te rejoins, c'est que pour moi, c'est vraiment de très, très loin la meilleure attaque NBA et c'est pas assez dit.
Après, il y a toujours ce problème de la défense, c'est que je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est un peu comme sur les Wolves. Je pense que ces équipes qui sont c'est tellement longtemps qu'ils tournent en sable qu'en fait, la saison régulière, ils la font un petit peu, Ouais. en se gérant. Mais tu sais que leur vrai niveau défensif, il va être supérieur à ce qu'ils ont montré sur la saison régulière. Le problème après, c'est, à quel point en fait tes joueurs sont à 100 et à quel point tu vas pouvoir vraiment tenir l'intensité face à des équipes de très haut calibre, si les séries vont très loin. C'est un peu l'inquiétude moi que j'ai pour Denver, c'est que tu as quand même beaucoup de blessures de type musculaire. C'est des blessures qui s'en vont pas facilement. On l'a vu avec Jamal Murray, ça a mis 2 ans à se régler ses problèmes de mollets. Aaron Gordon, ça fait 2 ans qu'il traîne sa blessure. La Peyton Watson, ça fait, 2 fois qu'il se reblesse en l'espace de 4 mois. Donc moi, c'est un peu ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression que cette équipe et c'est ce qu'on enfin je l'avais dit avec Benjamin quand on a fait le podcast en janvier sur les Denver, c'est que j'ai l'impression qu'au complet et en forme, c'est vraiment l'équipe c'est une équipe qui peut aller au titre, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même, ouais, putain, ça fait beaucoup de blessés, dans un roster pourtant très qualitatif, quoi. Ouais, bah, de toute façon, ça va être, ça ouais, ça va être aussi un truc à surveiller, avec Denver, les blessures, c'est sûr que c'est toujours un truc, point d'interrogation, mais c'est vrai que oui, c'est vrai que c'est un peu un problème quand même de ces dernières saisons où il y a pas mal de joueurs effectivement qui se blessent, puis des joueurs majeurs. Je trouve que quand même Aaron Gordon est essentiel à cet effectif, surtout dans un match-up contre le Thunder, parce que je trouve Mmh. qu'il t'apporte ce côté un peu post-up, où c'est un peu le défaut d'OKC qui a pas trop de tu vois, ils ont pas trop de joueurs qui savent bien le défendre et c'est vrai que le post-up, c'est un peu le truc sur lequel tu peux appuyer et bah, lui, il peut faire ça, quoi, hein, donc c'est vrai que ça bah, Ouais. ouais, ça va être la clé, ouais, je Et pense. même schématiquement, tu vois, il y a effectivement déjà son rôle défensif qui fait que clairement il stabilise la défense de Denver. Il y a Mmh. aussi le rôle offensif, je trouve, où déjà le fait que ce soit devenu un super shooter, ce qui était complètement inattendu. Maintenant tu es un Ouais. shooter à plus de 40, ça n'a aucun sens. À la fois, il a quand même cette capacité à apporter la pression au cercle et c'est un très bon complément en fait du jeu à 2 entre Murray et Jokic Ouais. et en fait, on se rend compte que Jokic, quand il y a pas ce relais de Gordon en fait qui peut mettre la pression au cercle, en fait, c'est beaucoup plus dur de trouver des solutions, quand il reçoit la balle, en mouvement et du coup, il y a plus de pertes de balles, l'attaque fonctionne moins bien et c'est ce qui fait que Denver a eu énormément de mal dans le clutch cette saison, je pense, c'est que Gordon n'était pas là et vu que tu es pas une super équipe défensive, notamment en saison régulière, tu le payais assez cher. Donc ouais, je pense que c'est clairement celui de toute façon, qui peut faire le tournant sur la saison des Nuggets. Il faut qu'il soit là et de toute façon tu le vois, enfin, l'année dernière, il est trop précieux en fait sur les 2 séries. C'est-à-dire que je pense que Denver peut sortir contre les Clippers si tu as pas, tous les plays un peu précieux que fait, Mmh. Gordon dans la série, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mais par contre, comparé à l'an dernier, je trouve que Denver a la capacité de vraiment sanctionner en fait la défense très agressive d'OKC. Là où l'année dernière, il y avait tellement de non-shooters en fait que, Ouais, c'est ça. il a été battu avec, je crois qu'il tourne à 28 à 3 points sur la série. Alors qu'il y a une quantité de tirs ouverts, absolument, absolument énorme. Donc, là-dessus, en tout cas, le shot making qu'ils ont, parce que je regardais juste avant le podcast et sur Cleaning the Glass les zones sur lesquelles Denver est excellent en shot making. En fait, ils sont bons partout, notamment en mid-range et à 3 points. Et je pense que c'est pas un hasard, c'est pas juste qu'une surchauffe, c'est qu'en fait, ils ont énormément de joueurs qui sont des énormes shot makers et ça se ressent, quoi. Ouais, puis tu des joueurs que t'avais pas. Hardaway, tu l'avais pas, déjà ça te fait un shooter en plus. Enfin, il y a des options que t'avais pas, en fait. Tu peux avoir un très bon spacing que l'année dernière, je trouve, tu l'avais même pas. L'option avoir un bon spacing, Mmh. bah, tu trop limité puisque t'avais pas une assez bonne rotation. Donc ça, c'est sûr que c'est cool pour Denver. Après, côté OKC, ben, eux, c'est un peu pareil, mine de rien. Je trouve que l'effectif, en tout cas, l'effectif, je trouve, bon, ils sont champions, mais c'est terrifiant un peu de se dire ça, mais je trouve que l'effectif a plus d'options que l'année dernière. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'ils ont rajouté pas mal de profils offensifs qui leur manquaient. Bah, il y a AJ Mitchell qui était déjà là, mais du coup, qui s'était blessé en saison régulière, donc ils l'ont pas eu en playoff. Puis, bah, l'ajout de Jaren McCain, je trouve qu'il est quand même qui peut être un sacré game changer quand même pour eux. Au-delà du spacing, il peut t'apporter un peu enfin, il peut un peu porter la balle, faire du connecting, des décisions en mouvement. Enfin, pour ça, c'est vraiment bien. Et je trouve que autant l'année dernière, peut-être que Mark Daigneault n'avait pas cette solution, bah, d'avoir un peu plus de spacing pour son attaque. Là, je trouve que cette année, vraiment, il a l'option. Et moi, pour eux, c'est un peu le. En fait, c'est pas que leur ennemi, c'est eux-mêmes, mais c'est un peu ça. Je trouve c'est un peu qu'est-ce que va faire Mark Daigneault des fois. Je trouve que des fois, il a trop tendance
à mettre ses profils trop défensifs et je trouve Ouais. que ça sert pas à grand chose. En fait, ta défense, elle est déjà élite. T'as pas besoin de, bah, tu vois, d'avoir les Lou Dort, ouais, surtout Lugensort, en fait. Surtout Lugensort que tu peux abandonner. Enfin, quand t'as 2-3 non-shooters comme ça, tu vois, le match contre Boston, c'était typiquement ça, en fait. Dès que t'avais trop de non-shooters comme ça, ben, bah, c'était pas bon, quoi, en fait. Mmh. Boston pouvait les abandonner, pouvait mettre en place ses stunts. Ils avaient mis leur pivot sur un no-shooter, comme ça ils peuvent faire du roaming. Donc, je pense que leur ennemi, ça peut être aussi un peu eux-mêmes, tu vois? S'ils tombent contre une série contre San Antonio et qui met ses profils un peu trop défensifs, ça, bah, ça peut être pas bon. En fait, OKC, c'est pour moi, c'est l'attaque demi-terrain. J'ai encore des interrogations là-dessus, quoi. Ouais. Mais alors ouais, je suis d'accord avec toi, mais on en parlait parce qu'on a fait un long podcast avec Benjamin sur le Thunder de quasiment 2 heures il y a 2-3 semaines. Et on était d'accord avec toi pour dire que le gros changement par rapport à l'an passé, c'est effectivement que Marc Daigneault utilise ses profils offensifs. Il avait déjà l'année dernière Isaiah Joe et Aaron Wiggins qui, moi, je trouve, sont des profils super intéressants. Mais j'avoue que l'ajout de Jared McCain et AJ Mitchell qui est, bah, c'est en saison il est en saison sophomore, je crois, AJ Mitchell. Ouais, Bah, clairement, je trouve qu'il a passé un petit cap et donc tu as tellement d'options que, bah, du coup, tu peux partir sur des line-up offensives. Je trouve que quand ils sont derrière, c'est aussi un moyen de lancer des runs, plutôt que de s'en remettre. En fait, je dis c'est de Lugensdorf, mais je trouve que Caruso il peut être dramatique des fois oui, ah ouais, pour le Thunder, tu vois? C'est, les matchs contre les Spurs là de fin d'année dernière où, bah, en fait, les Spurs les poussent à fournir la balle à Caruso et puis quand il fait un 1 sur 12 à 3 points, en fait, vraiment, il te pénalise trop et là, ils arrivent à lancer des runs et je trouve que Jared McCain, tu son intrigation, elle est moi qui suis du coup fan de Denver, elle est hyper pénible parce que, bah, ça fait un ball handler de plus. Il est capable d'aller mettre de la pression au cercle, ouais. hein, clairement et en plus, il y a du shot making en plus. Donc je trouve que ça a bien compensé le fait que Jalen Williams, il fasse une saison un peu compliquée entre les absences et les retours où, bah, le shoot voulait pas rentrer. Mais ouais, je suis d'accord avec toi Mmh. pour dire, je pense qu'ils sont meilleurs que l'année passée, hein. Bah, en tout cas, ils ont plus d'options. Après, c'est vrai que par contre, tu vois, on parlait des blessures de Denver, mais eux aussi, mine de rien, bon, tu parles là, ça m'y fait penser, mais Jalen Williams, à quel niveau il va être? Parce que vraiment, c'est un peu l'ombre de lui-même, hein, Mmh. pour l'instant. En tout cas, il est pas du tout au niveau de, Ah bah, bah, c'est de là où il en était la saison dernière à cette période de l'année. Et puis, il y a Hartenstein aussi, hein. mmh, Hartenstein, mine de rien, bon, il a pas joué tant que ça au final. Je parle de ça parce que pour moi, lui, il va être ultra précieux pour la bataille des possessions. Parce que tu vois, si tu as une série contre Denver et que Hartenstein joue pas trop, ça peut être un peu, tu vois, Denver peut se régaler en rebond offensif. Parce que vraiment, je trouve que OKC sans Hartenstein, tu vois la ils différence sont sur, faibles, hein. sur la protection du rebond, ouais. Ouais, 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 ouais. ils sont vraiment pas bons sur concéder le rebond offensif, quand il est pas là, quoi. Parce que c'est Donc vrai que l'an lui, passé, c'était déjà une faiblesse, hein, le rebond ouais, défensif et ils avaient dans toutes les séries, ils avaient réussi à le tenir, sans trop de problèmes, mais c'est vrai que, c'est pour ça que de toute façon les blessures jouent et c'est pour ça que je pense que les Spurs ont quand même cette chance-là, c'est que pour le moment, ils ont pas de blessures, ouais, c'est vrai. vraiment manifestes là où, oui Denver alors c'est un peu le pire scénario, mais le Thunder a pas mal mangé son pain noir et c'est vrai que ça me faisait même dire en fait, mais, quand tu vois leur saison, en fait, tu as l'impression que ce qui compte, c'est, tu sais, le nombre d'options défensives qu'ils ont autour de Shai et qu'en fait, Shai, il arrive quand même à faire marcher cette attaque tout seul, en saison régulière, quoi. Ouais, Par contre, en play-off et c'est pour ça que je pense que c'est bien d'aborder Jalen Williams, c'est qu'en play-off, on a vu l'an passé que quand, les défenses commencent à être plus agressives, qu'il y a beaucoup de stunts, il sait pas toujours les battre, notamment par son playmaking et comme c'est une équipe qui a tendance un peu à prendre froid en play-off, tu peux éventuellement te dire que leur faiblesse, c'est ça, quoi. C'est, s'ils s'en remettent trop à leur tir à 3 points et que ce tir à 3 points, il tombe pas bien dedans, bah, ils peuvent se piéger et c'est vrai que c'est là que l'arrivée de McCain et le changement un peu d'état d'esprit de Daigneault sur le côté, tout pour la défense, ça peut un peu les sortir de situations compliquées, quoi. ouais. Ouais, carrément. Mais c'est vrai que ce sera surveillé en fait, c'est vrai que la création en dehors de SGA va être à surveiller parce que, bah, il y a un gap, je trouve, en fait, entre Shea et ton deuxième créateur. En tout cas, pour l'instant, le niveau que monte Jalen Williams, même l'année dernière, moi, j'ai pas ultra convaincu parce que, tu vois, on l'a même vu, Denver, il le défendait en drop, hein, par exemple, Mmh. hein.
parce que, bah, tu crains pas son drive, tu préfères lui concéder un pull-up à 2 points, enfin, il y a pas cette menace, quoi. Il y a pas cette menace de création et ils ont réussi à faire des ajouts, mais ouais, ça va être, limite AJ Mitchell m'a plus convaincu donc en tout cas, c'est vrai que c'est cool pour eux qu'ils aient ces options en plus, mais ouais, moi, c'est toujours cette attaque sur demi-terrain qui, chez est extraordinaire, hein, en termes d'isolation et cetera. Mais quand il va falloir, tu vois, qu'il y aura des stunts ultra agressifs et qu'il va falloir s'en remettre un peu à ton spacing, ben, qu'est-ce que ça va donner? Ou que tu vas devoir avoir besoin d'un créateur secondaire. Ouais, c'est un peu là, sur cette équipe, c'est un peu là où je vais avoir mes interrogations. Ouais, et puis de toute façon, je pense que c'est ce qui fait que cette équipe parce que, tu sais, on parle souvent de leur domination en saison régulière. Je veux dire, ils sont dans les mêmes sphères que les Warriors, de Curry, que Mmh, les Bulls ouais. de Jordan en termes de net rating, de domination défensive et cetera. Mais cette attaque, elle est quand même à ce point imparfaite que tu peux les imaginer tomber alors que, pour moi, quand même, en termes de qualité d'effectif, ils ont un nombre d'options et une qualité défensive qui est quand même, enfin, exceptionnelle et pour autant, tu sais qu'ils peuvent se faire piéger en play-off et l'année dernière, je trouve qu'ils l'ont bien montré. La série contre Denver, elle doit pas du tout aller en 7 et Indiana, tout exceptionnel qu'ils étaient, ça reste quand même Bah, ouais, ouais, enfin, ils non. étaient quand même extrêmement favoris, quoi, donc ouais, tu sais qu'ils ont un talent d'Achille et je pense que cette attaque, elle est problématique et Jalen Williams, je trouve que c'est un peu ouais, ça peut être un peu un tournant quand même parce que sa saison, elle est inquiétante et que visiblement, il est gêné dans son tir, quoi. Donc déjà, comme tu dis, dans la pression au cercle, il est pas élite. Le fait que le shoot rentre pas, bah, ça peut du coup en faire un joueur qui te plombe complètement, quoi, en play-off. Ouais. Ah ouais, non, complètement. OK. Bah, du coup, alors, juste avant de finir, est-ce que on en parlait en off, tu as des séries que tu aimerais voir, que ce soit à l'est ou à l'ouest d'ailleurs? Parce que là, je pense que c'est notre dernier podcast, de saison régulière a priori. On va revenir ensuite sûrement avec les previews de playoffs et les débriefs un peu pendant les séries, des séries qui nous intéresseront. Toi, il y en a que tu aurais aimé voir ou que tu as vraiment hâte de voir, cette année? Moi, il y avait les Lakers Wolves m'aurait bien dit quand les Lakers étaient au complet. Après, j'avoue que moi, le Nugget Wolves en tant que spectateur, ça, même si Ouais, c'est moi, une je suis pas série qu'on a l'habitude de voir, toi, je comprends en tant que fan, t'as pas trop envie, mais c'est vrai que, enfin, de toute façon, c'est une série du premier tour qui ne devrait normalement pas être une série du premier tour. c'est clair. Mais non, c'est ce que je disais en off, les séries du premier tour m'emballent plutôt pas mal. Même, tu vois, les séries, tu vois, des fois, les séries 1-8, 2-7, c'est pas terrible, mais j'ai quand même bien envie de voir un, tu vois, si ça reste comme ça en l'état, ce serait Thunder Clippers, j'ai bien envie de voir et même Spurs Suns, parce que les Suns avaient réussi à poser Mmh. quelques problèmes par leur schéma défensif, donc je me dis bon, c'est des équipes évidemment que je vois pas passer, mais tu vois, ça peut être, ouais, ça peut être des séries intéressantes tactiquement à regarder, donc il y a que Lakers Rockets où bah ouais, si les Lakers Ouais. sont pas au complet, c'est un peu dommage, mais ouais, après, par contre, c'est vrai que les séries du second tour, ouais, le Spurs Nuggets peut être vraiment ultra sympa. Bah, là, de Par ce contre, qu'on c'est a vrai que vu, sur le et dernier match, ça ouais. ouais, ça peut être vraiment cool comme série. Et après, ce serait peut-être plutôt Thunder Rockets si les Lakers. Alors, Thunder Lakers, tout le monde au complet, ça aurait pu être vraiment génial. J'aurais vraiment aimé voir ça, Et pour toi? le coup. Enfin, tu voyais une série, pardon, je te casse, tu voyais une série disputée ou pas du tout? Parce que moi, j'avais du mal à la voir disputée cette série, quoi. Bah, ouais, je pense que si, moi. Moi, je pense que si. OK. Luka en playoff, quand même, je me dis, bon. Parce que, bon, en saison régulière, ils se sont rencontrés en début de saison. Et puis bon, il y a eu là, dernièrement, mais c'est quand Lucas s'est blessé. Bon, l'écart a déjà été fait. Bon, des fois, en saison régulière, je me dis, faut pas trop se fier des fois à ce qu'on voit. Mais en tout cas, ouais, je pense que ça aurait pu être plus disputé que ce qu'on pense. OK, ouais, non, même moi, du coup, je te rejoins, effectivement, les séries de l'Ouest sont plutôt cool. J'avoue qu'en tant que fan de Denver, j'aurais préféré attraper, les Lakers ou même les Rockets, finalement, que Ouais, les Wolves. je comprends. Mais ouais, plutôt satisfait. J'espère, hein, franchement, un Thunder Clippers. J'ai bien envie, en tout cas, de me dire, quitte à de toute façon avoir une série qui, normalement, est toujours déséquilibrée sur le 1-8,
autant qu'il y ait un peu ce Kawhi de cette saison contre le Thunder, ça pourrait être cool. Et après pour aller sur l'Est, parce que j'ai pas fait le power ranking sur l'Est et que, même si je la suis moins cette conférence, je suis archi fan des Hornets. J'aurais vraiment aimé que les Hornets arrivent à sortir de la zone play-in pour aller jouer contre Ouais, les Knicks. Je pense que ça aurait pu être une série super surprenante et assez longue. Mais sinon je trouve que ouais, en fait, l'Est on l'attendait vraiment pas bonne cette année et finalement, il y a des séries qui peuvent être intéressantes en espérant que Embiid soit là si les Sixers passent. Mais quand même de 1 à 8, je trouve qu'il y a des bonnes équipes et même s'il y a pas vraiment, je sais pas, des équipes très dominantes comme il y a à l'Ouest, au final on se retrouve avec, Détroit, Boston et les Cavs qui peuvent être quand même des équipes convaincantes en finale donc ouais, plutôt hypé par ces playoffs. Y compris à l'Est où c'est pas toujours le cas pour moi donc ouais, assez hâte d'y être. ouais, ouais, je suis d'accord. Bah, s'il y a un Pistons Hornets, ça pourrait être pas mal quand même en série du premier tour. Si le Hornets arrive à sortir du play-in, je Ouais. pense que ce serait plus serré que ce qu'on pense, à mon Ah ouais, avis. tu penses? Même les Pistons? Ah franchement, bah, franchement les Hornets, je pense qu'ils peuvent poser un peu des problèmes, Bah, leur à scène de Détroit. départ, il est fabuleux quoi en fait, je Ouais, pense puis qu'ils sont passés ce sous le côté radar. ouais, puis ce côté attaque en mouvement, 3 points, ça peut je pense que ça peut un peu gêner, la défense de Détroit. Puis après bon, l'autre côté, le switch all face à Détroit, ça peut être cool. Ça Ça tient peut être cool. honorablement, ouais. Ouais, ouais, non, clairement, je pense que c'est l'équipe que j'ai le plus hâte de voir, mais même, enfin la résurgence, la saison de Boston, franchement, elle est Ouais, incroyable, hein, parce que renouveler l'effectif comme ils l'ont fait et avoir autant de joueurs derrière qui sont des joueurs utilisables et qui peuvent à la fois défendre et être, enfin viables offensivement, je l'ai pas du tout vu venir. Je les imaginais pas comme certains, tu vois, très loin 10-11e parce que je m'attendais à Jalen Brown et cetera, mais par contre, ouais, qu'ils tiennent aussi bien le choc et qu'ils soient aussi profonds, ça, je trouve ça assez fou et ouais, intrigué par le retour de Tatum, même si tu auras pas, Tatum, on va dire à son prime, mmh, mine de rien, ouais. c'est quand même une option sympa sur le playmaking donc ouais, plutôt hypé. Bah, écoute, ça fait plus d'1 h 20, donc je pense qu'on va clôturer là. Pour nous, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est la fin, on va dire, je pense, des podcasts de saison régulière. On va revenir avec, des previews de playoffs. Je suis pas sûr qu'on les fasse toutes comme l'année dernière parce que c'est beaucoup à couvrir, mais on essaiera de prendre celles qui nous paraissent les plus intéressantes et qui nous hypent le plus et puis on fera toujours comme on fait, des débriefs un peu à la volée comme ça sur les séries, notamment les séries qui vont un peu loin et puis voilà, on essaiera aussi de varier d'autres formats si on trouve le temps. Mais en tout cas, on aura de quoi parler et on arrive au premier tour et généralement, c'est quand même la période la plus fun des playoffs, je trouve Ouais, c'est clair. donc on se retrouve bientôt. À Allez, bonne soirée à tous. salut!